Chères auditrices et chers auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue à la 8e séance de notre cours intitulé « Présence africaine dans les musées d'Europe », un cours enregistré en votre absence, ce qui est une belle chance que nous offre la technique, mais qui est pour moi un peu difficile et je compte sur votre indulgence, d'autant que les bibliothèques sont fermées à l'égard de ce cours. Présence africaine dans les musées d'Europe, il s'agit pour nous, depuis 8 semaines, donc, de tenter de répondre à cette question. Comment les collections africaines se sont-elles formées dans les musées de Londres, de Paris, de Berlin, de Genève, de Neuchâtel, de Stockholm ou encore de Lyon? La séquence d'aujourd'hui est intitulée « Marché et musée ». Elle vient après 7 autres séances qui nous ont conduits au XVIe siècle d'abord, où nous avons constaté que les premiers objets qui arrivaient dans les cabinets de curiosité européens étaient des objets produits pour ce public, pour cette clientèle dynastique européenne, souvent des objets en ivoire manufacturés, extrêmement précieux. Puis nous avons constaté qu'avant la conférence de Berlin, au XVIIIe et au XIXe siècle surtout, et surtout au XIXe siècle, c'était des aventuriers, explorateurs au statut souvent hybrides qui avaient envoyé des collections ou rapporté des collections dans les musées français, des collections acquises par le biais d'achats, d'échanges, de dons et qui parfois, d'ailleurs, avaient été marquées, ces tentatives de collection, par des échecs. Puis, dans la séance intitulée « De grands musées vides », nous avons eu la confirmation qu'il y avait une corrélation étroite entre les empires coloniaux des différents États européens, ou en tout cas leur présence coloniale sur le continent africain, et la nature des collections que l'on peut visiter aujourd'hui dans nos musées publics. Et dans la séquence suivante, la 4e, et la 5e et la 6e, et celle d'aujourd'hui d'ailleurs, nous avons tenté de considérer les différents acteurs impliqués dans la translocation des patrimoines matériels africains vers l'Europe à partir des années 1890. Une séance a été consacrée aux militaires sous le titre « Armée et musée » où nous avons constaté que le type d'objets pris par les militaires était souvent d'une part des armes, mais d'autre part aussi des trophées qui bien souvent avaient continué, parfois jusqu'aujourd'hui, à être présentés comme des trophées dans les collections où ils sont présentés. Trophées dont bien souvent nous n'avons, trophées de guerre, trophées donc symboles et souvenirs de moments douloureux de nos histoires partagées, dont souvent nous autres en Europe n'avons pas conscience donc de la présence de ces trophées, entre guillemets, de ces trésors, comme le trésor d'Amadou, qui d'ailleurs a été en partie cambriolé dans les années 30 au musée des colonies en France. La séquence suivante avait été consacrée aux missionnaires, à l'activité des acteurs religieux, donc des missions catholiques et protestantes dans cette Afrique divisée aussi de manière confessionnelle. Et nous avons vu que les missionnaires s'étaient intéressés en particulier, pas seulement, mais aussi et en particulier à la question des objets rituels, des objets religieux, de ce qu'ils appelaient les fétiches, qu'ils ont collectionnés, pris, parfois détruits en grande quantité. Le cours suivant, intitulé « La méthode scientifique », avait mis l'accent sur l'importance des séries pour les musées et leur importance donc d'amasser, d'accumuler des séries de pièces à partir desquelles des études, quand ces pièces étaient étudiées, quand elles ne finissent pas dans des dépôts, quand ces pièces ont pu être étudiées à des études sur l'évolution des styles. Et nous avions vu que cette logique de la série, cette logique aussi d'exhaustivité, avait conduit non seulement donc à des accumulations extrêmement massives de pièces souvent du même type, mais également à la transformation d'objets qui, à l'origine, étaient des objets, par exemple, de culte, comme ce bolis transformé en objet d'études scientifiques avec tout l'appareil scientifique qui les entoure. Ce que nous ont montré ces différentes séances, c'est qu'en fonction des gestes et des acteurs de l'appropriation, des pièces qui pouvaient être d'abord des bibliothèques entières allaient être transformées en trophées de guerre, en trophées militaires, des pièces qui étaient des pièces rituelles, des statuettes, des objets rituels étaient transformés en objets scientifiques, par exemple, ou en objets
en pièces à conviction de nature religieuse. Et on voit que les translocations d'objets, leur transfert du continent africain, de leur contexte d'origine dans les collections publiques européennes, amènent une transformation de leur nature, une transformation des sens et des valeurs qui leur sont associées. Valeurs qui sont aussi des valeurs pécuniaires, des valeurs financières, et c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui sous le titre « Marché et musée », marché que j'aurais pu indiquer au pluriel, et musée évidemment au pluriel aussi. Le cours d'aujourd'hui s'articule en 3 volets, intitulés pour le premier « Maison de commerce », pour le second « Marchandisation » et pour le troisième « Transformation ». Et nous commençons, comme toujours, par le document du jour. Vous verrez dans cette séance, et vous le savez bien, que la question des marchés d'œuvres d'art et du marché de l'art africain, en particulier dans les années 1920-1930 en Europe, est un sujet considérable auquel j'aurais pu consacrer un très grand nombre de séances. Comme il s'agit simplement d'une séance dans un ensemble plus grand, je passerai rapidement sur certains aspects avec l'idée qu'ils sont peut-être mieux connus, et j'insisterai sur ceux qui me paraissent moins connus, en faisant référence à la bibliographie qui vous permettrait, si vous le souhaitez, d'approfondir ces questions. Le document du jour, vous l'avez vu, il s'agit d'une lettre dépliée, une lettre qui a été adressée, pliée en 4, par un marchand d'articles ethnographiques, William Downing Webster, un marchand britannique qui adresse cette lettre agrémentée de 3 dessins extrêmement fins au musée de Vienne, au musée d'ethnologie de Vienne. Nous sommes à la toute fin du XIXe siècle, après l'expédition dite punitive menée par les Britanniques à Benin City, dans l'actuel Nigeria. Et ce marchand propose au musée de Vienne, et la lettre est conservée aujourd'hui au musée de Vienne, 3 articles, et vous voyez à cette lettre, même sans la lire, qu'elle comporte un grand nombre de chiffres, puisqu'il les propose à la vente avec toute une stratégie de démarchage extrêmement intéressante sur laquelle nous reviendrons. Les pièces ont été acquises par le musée de Vienne, où elles sont conservées aujourd'hui. Il s'agit de plaques, de 3 de ces fameuses plaques de laiton qui ornaient le palais royal et les palais de Benin City, représentant ici des poissons. Je vous en montre 2 issus de la base de données du musée ethnographique de Vienne, le Weltmuseum. Voici la première pièce, donc acquise auprès de ce marchand britannique pour un prix nous reviendrons tout à l'heure sur la question des prix, mais pour un prix de marché à l'époque. Et voilà l'autre pièce que vous voyez dessinée sur le côté gauche du dessin, sur la feuille de droite, et reproduit tel qu'il est aujourd'hui conservé dans les collections de Vienne. Ce document nous montre une fois de plus que les musées sont d'une part des lieux d'exposition de pièces arrivées à l'époque coloniale, mais aussi des archives qui permettent de reconstituer notamment des réseaux marchands, des stratégies marchandes, des achats, parfois donc des acquisitions secondaires, non pas directement des prises de guerre qui arriveraient dans les musées, mais qui ont connu une étape sur le marché de l'art. Et dans le cas des bronzes du Bénin, de ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, cette étape était principalement à Londres, et c'est de Londres principalement que s'est organisée ce qu'on appelle la diaspora de ces objets qui sont aujourd'hui représentés dans le monde entier. On y reviendra. Première partie, maison de commerce. Alors je reprends le fil, ou je nous reprends ensemble, où nous restons ensemble dans ces années 1900, à l'extrême fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, pour faire la connaissance de 2 maisons de commerce, et surtout de l'une des 2, celle de Webster que j'ai évoquée, qui se situe donc à Londres, la boutique de Webster ou l'entreprise de Webster à Londres, dans une petite ville, pardon, pas à Londres, en Grande-Bretagne, dans une petite ville située entre Londres et Birmingham. Et l'autre maison de commerce que j'évoquerai est celle qui s'appelle le Museum Umlauf de Hambourg, sur laquelle je passerai plus rapidement. Et puis, j'évoquerai tout à la fin de cette partie quelques autres formes ou lieux de commerce avec les arts africains
au début du 19e siècle, mais je voudrais insister particulièrement sur ces maisons de commerce qui disparaissent ensuite au fil du 20e siècle. Alors Webster se situe, je le disais, son activité se déploie à partir d'une petite ville située au nord-ouest de Londres, que vous voyez ici sur cette carte postale de 1905, et Webster lui-même n'hésite pas à se mettre en scène à de nombreuses reprises, à se photographier, à se faire photographier parmi les objets qu'il propose à la vente. Et ici, dans cette photographie très martiale qui a été étudiée d'ailleurs par Felicity Bodenstein, on le voit représenté dans sa boutique avec 6 défenses d'éléphants sculptées, 4 qui l'entourent comme un ovale, comme des trophées autour de sa personne, lui-même étant représenté avec des bottes de cuir et une casquette tout à fait dans le style d'un commerçant des années 1900. Et il tient dans chacune de ses mains 2 autres cornes qui peut-être ne sont pas d'ivoire, mais qui sont aussi des cornes sculptées. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces cornes, on le voit peut-être sur la photographie, porte un numéro, 1, 2, 5, 6, 3 et 4, qui correspondent donc à des articles à vendre. Ce n'est pas seulement une représentation donc, du marchand avec sa marchandise, mais bien une manière de promouvoir, d'offrir, de présenter à la vente des objets. Et en bas, sous la photographie, sont indiqués les mêmes numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le numéro 5 est rempli, on y voit écrit Leipzig Museum, donc on comprend que Webster, en tout cas pour sa propre documentation ici, a noté sur la photographie à qui il avait vendu l'une de ses pièces, et on imagine que la feuille était destinée à être remplie complètement. Alors nos collègues du Pitt Rivers Museum, qui a été l'un des musées, Pitt Rivers a été l'un des collectionneurs les plus liés à ce Webster, ont publié il y a quelques temps, il y a quelques années, la correspondance de Webster avec Pitt Rivers, une correspondance passionnante qui nous montre les stratégies de vente de ce marchand donc qui n'est pas spécialisé dans l'art africain, mais qui après 1897, après l'expédition de l'armée britannique à Benin City, va dispatcher, pour ainsi dire, les prises militaires, celles qui ne vont pas directement au musée. On est bien dans cette séance d'aujourd'hui, on s'occupe des liens entre le marché et le musée. Bien sûr, le marché irrigue aussi des collectionneurs privés. Ce qui m'intéresse, ou l'accent que je porte aujourd'hui, c'est bien celui du lien entre marchand, maison de vente et musée. Je vous montre simplement pour l'illustrer, pour vous donner le type de ton de ces lettres, de ces échanges. L'une des lettres, la transcription établie par nos collègues d'Oxford de l'une des lettres adressées par Webster au Pitt Rivers Museum en avril 1896. Il s'agit d'une traduction, bien sûr la lettre est en anglais. « Cher monsieur, je vous remercie de votre commande. La seule réduction que je peux faire est de 5%, 5% en espèces. Tout ce que vous avez commandé, j'aurais pu le vendre sans avoir à le cataloguer à Vienne, Berlin. Les musées de Dresde, Hambourg et Stockholm veulent tous ces choses que je leur enverrai, mot illisible, par télégramme. Le matin, si je les laissais à un musée, les autres diraient que je leur ai donné la préférence. Alors je vends maintenant à la première personne dont la commande arrive. J'ai visité tous les musées ethnographiques du continent cette année, et sans exception. Ils m'ont demandé de demander plus pour mes spécimens. Ils me donnent tous des commandes bien plus importantes que les gens et les musées en Angleterre. » On voit que Webster, ce tout petit extrait dans une correspondance bien plus abondante, nous donne des indices très précieux sur sa manière de procéder. D'abord donc par la photographie qu'il diffuse, et on va y revenir dans un instant, celle qu'on vient de voir, mais par ailleurs en parcourant le continent européen, en allant de musée en musée pour attirer l'attention sur ces marchandises, d'une part, et en faisant jouer considérablement la concurrence nationale, puisque ces musées d'ethnologie autour de 1900 sont des lieux d'affirmation nationale, on l'avait vu dans le cours sur l'histoire transnationale des musées, et qu'il s'agit d'en avoir peut-être plus
que les autres musées. C'est-à-dire qu'en disant, qu'en affirmant auprès des musées anglais que les Allemands, les Suédois et autres, les Autrichiens, sont plus actifs sur ce marché, vont acheter plus vite qu'eux, ils tentent de faire monter les enchères ou en tout cas d'accélérer les prises de décision. Ce type de lettre, on le retrouve partout et celle que je montrais tout à l'heure adressée au musée de Vienne argumente exactement de la même manière en signifiant au musée de Vienne qu'il faut se dépêcher puisque d'autres musées sont sur le coup pour acquérir ces pièces. Alors Webster publie un ensemble de catalogues autour de 1900 précieusement reliés, des catalogues illustrés, des spécimens ethnographiques européens et d'autres régions du monde qu'il présente donc sous forme de fascicules assez nombreux. J'en ouvre un avec vous et pour vous pour voir comment s'organise un tel catalogue de vente et on reconnaît, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient des catalogues de vente des années 1900 comme ceux des grands magasins par exemple, on reconnaît un ordre qu'on trouve pour d'autres marchandises. Le catalogue que j'ouvre ici avec vous est le volume 3 le volume 3 de ces spécimens ethnographiques de Webster, qui commence par un index, puis propose différents types d'objets. Et les crânes humains, donc les restes humains, sont toujours en bonne position dans ces catalogues de vente. Il vend des objets d'anthropologie et des sujets, dans le cas présent, des restes humains mélangés à d'autres types de pièces. Et si on continue de feuilleter, on tombe en effet aussi sur ces fameuses têtes prises lors de la prise de Benin City, ces bronzes du Bénin. J'ai seulement feuilleté 2 pages ici, il faut imaginer qu'il y en a une vingtaine, et vers la fin du volume se trouvent les prix d'achat de ces pièces donc, que Webster vend à l'Europe et en fait au monde entier, et en particulier, en tout premier lieu, aux musées qui sont ses principaux clients. Simplement pour qu'on ait ensemble une idée des prix, même si je n'ai pas pu établir la conversion, nous voyons par exemple qu'un crâne humain venant d'Afrique ici est vendu pour 1,50 livre, que par ailleurs une tête de grand format en bronze comme celles qui sont représentées sur la page de gauche est vendue 25 livres, et qu'un bracelet situé exactement, donc nous sommes en haut à gauche, est vendu 2 livres. Les pièces les plus coûteuses, les plus chères, sont celles qui sont représentées ici sous les numéros 62, 63 et 64 en bas, qu'il facture ou qu'il vend, que Webster propose à la vente pour 35 livres. On voit qu'il s'agit donc de prix établis d'après la taille de l'objet, d'une part, les plus grandes pièces étant les plus chères, et d'autre part, pour ce qui concerne les crânes humains, il s'agit de prix absolument dérisoires qui montrent combien ici c'est le nombre qui compte et pas la qualité individuelle de chaque pièce. Pour un collectionneur, il faut en avoir le plus possible. Si on regarde le destin de ces pièces ou le trajet des têtes représentées ici dans ce catalogue de Webster, on n'est pas surpris de les retrouver dans le monde entier. J'ai fait l'effort de repérer la présence actuelle de ces pièces, ici avec un agrandissement en noir et blanc pour des questions de visibilité. Et on retrouve en effet ces pièces qui ont été achetées par les différents musées donc, avec lesquels Webster est en contact. La pièce numéro 52 est aujourd'hui au British Museum à Londres, la pièce 57 à New York, au Metropolitan Museum, la 62, l'une des plus chères, à 35 livres, à Copenhague. Si on prend cette cloche sous le numéro 55, elle est à Chicago, au Field Museum, donc au musée d'histoire naturelle. La pièce numéro 56 est au Rautenstrauch-Jost Museum de Cologne, le musée ethnologique de Cologne, après avoir eu quelques étapes intermédiaires. Et la pièce numéro 61 est au musée Folkwang de Essen. On voit bien comment ici une maison de commerce, Webster, qui n'était pas limitée, je le rappelle, au continent africain, mais qui saisit l'opportunité de ces prises de guerre, comment cette maison de commerce va conduire à la répartition d'un ensemble pris
dans des conditions militaires, de violence militaire, mais qu'il va redistribuer, si bien que les musées possesseurs aujourd'hui considèrent et argumentent, pour certains, c'est le cas des musées de Berlin, qu'ils ont acheté ces pièces sur le marché en tout bien, tout honneur. En fait, l'étape intermédiaire, celle de l'achat, de l'échange en numéraire d'argent pour acquérir ces pièces dont chacun sait autour de 1900, dont chacun connaît la provenance, permet de leur donner en quelque sorte une neutralité muséographique, muséale, qui gomme d'une certaine manière, et en tout cas aujourd'hui, 100 ans après, qui sert comme argument pour gommer les circonstances dans lesquelles elles ont été saisies. Pour les musées qui les ont acquis de Webster, elles ont été acquises tout simplement sur le marché de l'art. Si, à sens inverse, sans partir du catalogue de vente de Webster, on part des collections actuelles et des bases de données qui nous montrent les collections en ligne, notamment, je vous montre ici la base de données du Weltmuseum de Vienne, du musée ethnographique de Vienne. Vous voyez qu'en intégrant une recherche portant donc ici sur Webster, personne William Downing Webster, on trouve au moins 32 objets, en tout cas 32 ont été numérisés. Je vous montre ici, qui toutes, on retrouve nos poissons d'ailleurs et notre tête, qui toutes ont été acquises donc auprès de ce marchand dans ces années 1900. On peut faire le même jeu avec pratiquement toutes les collections du monde qui conservent de l'art africain et en particulier des pièces venues de Benin City. C'est le cas à Berlin. Vous voyez ici la base de données très fragmentaire des Staatliche Museen zu Berlin, des musées d'État de Berlin. Et quand on indique Webster dans la zone de recherche, on trouve aussi un nombre important de pièces. Le jeu peut se faire à l'infini. Je m'arrête là avec le Met, le Metropolitan Museum de New York, où là encore, si on indique le nom de Webster, on trouve au moins, et en fait bien davantage, mais au moins cette pièce très précieuse, ce léopard du XVIe siècle du peuple Edo, donc saisi, dont la provenance est celle de l'expédition punitive britannique de 1897, mais la provenance indiquée par le site du musée lui-même gomme ce premier trajet, en fait, pour commencer l'histoire de la provenance de cet objet par Webster à Londres jusqu'en 1899, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas dans cette rubrique provenance ici que l'origine du départ de la pièce d'Afrique était bien cette origine militaire. C'est une manière de ne pas montrer ou de montrer comment l'achat sur le marché, l'achat auprès de cette maison de commerce gomme une partie de la provenance, ou la neutralise, ou l'efface, ou l'adoucit, si on veut. Ici, on voit que le trajet entre Webster et le Metropolitan Museum a été fait par étapes. Et voici le même léopard sur la page de vente du catalogue de Webster dans la partie inférieure de la partie droite de la diapo. Autour de 1900, donc, alors que on constate qu'un marché en masse, un marché de masse se met en place pour ces objets, qui vient s'ajouter aux autres formes dont nous avons fait connaissance lors des séances précédentes, qui étaient des prises sur place. Souvenez-vous, des missionnaires vendaient à certains musées, des militaires acquéraient lors de ventes aux enchères opérées sur place, puis rapportaient chez eux, et les pièces restaient parfois, soit allaient directement au musée, soit restaient quelques générations dans les familles avant d'être données au musée. Nous avions aussi le cas des scientifiques dont les acquisitions se sont faites dans le cadre de missions scientifiques. Mais ici, nous avons donc, autour de 1900, c'est un phénomène nouveau, de grandes maisons qui prennent en charge, elles aussi, cette répartition. Un autre cas sur lequel je passerai rapidement parce qu'il a été bien étudié est celui de la maison Umlauf, U-M-L-A-U-F-F, de Hambourg. Vous voyez ici derrière moi le plan de Hambourg autour de 1900. Hambourg, ville portuaire, donc ville portuaire et intense, d'échanges commerciaux intensifs avec le monde entier et en particulier et notamment avec l'Afrique. Et ici, dans le quartier de St. Pauli, se situe ce musée Umlauf, comme il s'appelle, cette maison de vente
Umlauf, à proximité immédiate du port, qui, autour de 1900, après avoir vendu principalement des articles de zoologie, se spécialise aussi dans les pièces d'ethnographie. Vous voyez ici une vue dans la collection camerounaise de la maison Umlauf, telle qu'elle se présentait elle-même dans l'un de ses catalogues de vente. Il s'agit ici d'une photographie de la collection des objets camerounais du musée Umlauf en 1913. La grande différence entre le cas de Webster, qui est l'un des concurrents de Umlauf, si l'on veut, et Umlauf, c'est que Webster récupère en Grande-Bretagne des objets qui y sont arrivés par des circonstances de l'histoire qui n'ont rien à voir avec son commerce. Il n'a pas d'intermédiaire direct, en tout cas dans le cas des bronzes du Bénin, sur place pour aller les chercher. C'est à Londres ou en Grande-Bretagne qu'il va être chargé de ce commerce, tandis que dans le cas de Umlauf, on sait que les bateaux, différentes sociétés qui font l'aller-retour entre Hambourg et l'Afrique vont, sur commande de Umlauf, acquérir des objets sur place en Afrique, et le trafic s'organise donc avec les bateaux. Je vous montre l'entête du papier officiel de cette maison Umlauf, du Muséum Umlauf. Il s'agit ici d'une lettre datée du 5 février 1900, une facture en fait adressée, vous le voyez ici, Factura für das Museum für Völkerkunde hier, c'est-à-dire facture pour le musée d'ethnologie ici, c'est-à-dire à Hambourg. Le musée de Hambourg a été l'un de ceux qui s'est approvisionné en grand style auprès de Umlauf, mais Umlauf a en fait desservi ou servi tous les grands musées européens qui avaient les moyens de faire des achats, ce qui n'est pas le cas des musées français. Les musées français comptent surtout et principalement sur les dons. On voit peu d'achats dans ces années-là, jusqu'aux années 20-30, et même dans les années 20 et 30, les achats sont peu nombreux dans le cas des musées français, mais les musées allemands et les musées suisses, notamment, et autrichiens, achètent beaucoup à cette période-là. Et vous voyez à la richesse de cette en-tête et à la variété des objets représentés sur cette en-tête qu'on est dans une logique qui va des animaux sauvages empaillés aux masques, ici en bas à gauche, mais aussi, on sait que Umlauf vendait beaucoup de mannequins, de dioramas, donc de petites scènes qui devaient représenter des villages traditionnels ou des scènes de chasse traditionnelles, dioramas qui étaient extrêmement prisés par les musées, qui les achetaient aussi en bloc. Et revoilà la photographie dans laquelle il présente sa collection d'objets camerounais. Umlauf, lui aussi, et ça a été très bien étudié par différents auteurs en langue française, par Yaël Biraud, dans son ouvrage « Fabriquer le regard », tout récemment paru, consacré aux marchands, réseaux et objets d'art africains à l'aube du XXe siècle. Elle consacre tout un chapitre, le premier chapitre, à la société Umlauf. Umlauf avait lui aussi une stratégie de publication de son offre avec des tableaux de prix et autres. Donc ça ressemble beaucoup au travail de Webster. Webster et Umlauf sont les deux grandes maisons de vente autour de 1900. Il faut imaginer que le commerce de ces pièces, arrivé donc par différents moyens, et celles qui ne vont pas directement dans les musées, qui ne sont pas données directement à l'État, le commerce de ces pièces se fait donc dans ces maisons de vente, mais se fait évidemment aussi dans d'autres contextes. Le tout premier et le plus simple est celui des marchés aux puces, même de tabac, où les marins souvent vendent ces pièces et où ensuite elles sont rachetées par des antiquaires. Dans le premier tiers du XXe siècle, l'hôtel des ventes Drouot va jouer un rôle très important à Paris, avec des ventes que vous voyez ici derrière moi, l'hôtel de ventes Drouot qui a eu pendant très longtemps le monopole des ventes aux enchères en France, organise plusieurs ventes, en particulier dans les années 30 et en particulier en 1931, on verra pourquoi, d'objets, de sculptures d'Afrique, avec en général l'Amérique et l'Océanie. Donc l'hôtel des ventes Drouot est un autre endroit où le patrimoine africain arrivé en Europe
est répartie, mais les musées s'approvisionnent peu directement chez Drouot. C'est en tout cas les conclusions auxquelles arrive Léa Assar-Raymond, qui a travaillé beaucoup sur les ventes des années 20 et 30 d'objets extra-européens. Et on sait par ailleurs, bien sûr, que dans les années 20 et 30, les marchands, les galeristes, comme la galerie de Charles Raton, jouent un rôle considérable dans la mise en valeur, donc la valorisation, l'esthétisation et la prise de valeur financière ces arts dits primitifs. Je vous renvoie, comme je l'avais fait déjà dans la première séance, à l'excellent catalogue consacré du musée du Quai Branly, consacré à Charles Raton, l'invention des arts primitifs, ainsi qu'à un ouvrage que nous avons consacré avec Charlotte Guichard et Christine Howald il y a quelques années à l'histoire du marché de l'art d'objets non européens dans le monde, qui n'est pas seulement consacré aux arts africains, mais qui comporte quelques articles très intéressants sur les circuits du marché. Donc de grandes maisons de vente autour de 1900, mais aussi une multitude d'autres lieux, galeries, surtout dans les années 20 et 30, hôtels de vente, et puis boui-boui, petits antiquaires, petites brocantes, donnent un réseau assez serré de lieux de vente possibles ou d'achat possibles de ces objets. Mais je le rappelle, ce sont bien les grandes maisons auprès desquelles les musées s'approvisionnent en particulier. Deuxième volet, on change d'échelle, on change en fait de point de vue, puisqu'on va s'intéresser à la marchandisation de ces objets africains, au fait qu'ils deviennent des objets de vente après avoir été, ou alors qu'ils ont été initialement, pour certains, des pièces de culte, des pièces dynastiques, etc. Mais l'accent que je voudrais mettre maintenant est celui de la fabrication par les Africains eux-mêmes, par certains artistes africains eux-mêmes, d'objets destinés au tourisme, notamment. Je vous montre ici une illustration en noir et blanc reproduite dans le bulletin de la Société neuchâteloise de géographie à l'extrême fin du XIXe siècle, en 1898, si je ne me trompe pas, qui montre de profil un animal, un gros chat, une panthère, un tigre, nous dit la légende, plutôt sans doute un léopard, si on en juge par ses taches, un gros animal qui se tient avec ses deux pattes avant sur un pauvre homme, une figure d'homme nu, semble-t-il, sur ce dessin en tout cas, qui regarde droit dans les yeux l'animal, et l'un est en train, nous dit la légende, de dévorer l'autre, tigre dévorant un Européen, indique la légende. Cette œuvre du sculpteur Ronga Moulati mesure 1,22 m de longueur. Dans ce bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, le missionnaire Henri Junot, qui s'est porté acquéreur de cette pièce et qui vient de la vendre à haut prix au musée de Neuchâtel, va expliquer dans quelles circonstances il a acquis cette pièce et pourquoi il la considère comme un chef-d'œuvre de l'art africain. Je vous montre Henri Junot. Je rappelle au passage, vous l'aurez compris déjà lors de la séance que nous avons consacrée aux missionnaires, que la Suisse, qui n'a pas de colonie propre, a néanmoins des musées extrêmement riches, et que ces musées sont enrichis d'une très large manière et par des missionnaires, et notamment des missionnaires protestants, qui travaillent donc beaucoup pour le musée de Neuchâtel et pour le musée de Genève notamment. Junot, dans ce texte, écrit la chose suivante que je vous lis. Il était à ce moment-là au Mozambique, c'est-à-dire sur la côte est de l'Afrique. Je vais vous montrer une carte dans un instant. Mais le plus bel objet d'art indigène que j'ai jamais vu, c'est un tigre monumental, plutôt une panthère, en train de dévorer un individu, œuvre de Moulati, sculpteur des environs de Maputo. J'ai mis entre crochets le nom actuel de Maputo, qui est au sud du Mozambique, vous voyez ici, la capitale du Mozambique. Cet artiste, écrit Junot, qui était très fier de son ouvrage et qui en réclamait un prix assez élevé, prétendait être capable de sculpter tout au monde, des oiseaux, des animaux à quatre pattes, des gens. Il était renommé dans le pays pour son habileté.
Rien de naïf comme cette grosse bête tachetée. Les taches sont obtenues comme toujours en brûlant le bois avec un fer rouge, plantant ses griffes dans les chairs d'un homme, un Anglais, à ce que m'a dit l'auteur, inspiré de ce groupe. Et le regardant de ses gros yeux ronds, pas très symétriques. Par une précaution touchante, ce nouveau Phidias, donc ce nouveau sculpteur grec, c'est ainsi que Junot nomme l'artiste Moulati, qu'il vient de nommer plus haut, ce nouveau Phidias a rendu la moitié postérieure de la queue indépendante du reste de la bête. Un tenon et une mortaise circulaire permettent d'ajuster l'appendice caudal. Il s'adapte si bien que le point de jonction est presque invisible. Moulati m'a raconté comment l'idée de cette queue démontable lui était venue. Il a songé que si son œuvre devait jamais être emballée et traverser les mers, on pourrait l'introduire plus aisément dans une caisse. Voilà une pensée qui n'est point d'un sauvage. D'ailleurs, l'œuvre elle-même n'eût pas été exécutée s'il n'y avait pas eu de blancs dans le pays. Évidemment, le sculpteur, indolent comme tous ses compatriotes, n'eût pas consacré bien des jours à sculpter une bête pareille pour servir d'amusette à ses enfants. Il s'est dit que son talent pourrait lui rapporter de l'argent, et il a exécuté son œuvre poussé par cette considération très mercantile et non point par amour désintéressé de l'art. Et pourtant, je ne crois pas qu'aucune influence étrangère se soit exercée sur sa conception. Son groupe est absolument original et, à cet égard, il nous révèle jusqu'où peuvent aller les capacités sculpturales des Baronga. Article extrêmement intéressant à beaucoup d'égards, d'abord par cette condescendance, ce mépris, peut-être mépris mélangé d'une sorte d'admiration ironique à l'égard du sculpteur, qui est ingénieux, puisqu'il a imaginé une queue amovible en pensant à l'éventuel transport de sa sculpture, idée que Junot considère peu africaine. C'est tellement ingénieux que ce n'est pas l'idée d'un sauvage, dit-il. Donc il nous présente un sculpteur ingénieux tout en ironisant, en le nommant nouveau Phidias, et surtout en ironisant sur son intérêt pour l'argent, puisqu'il est dit à 2 reprises, d'une part que l'auteur de la sculpture en demande un prix assez élevé, et d'autre part qu'il ne l'a réalisé que par considération mercantile et non par désir de l'art pour l'art. 2 éléments, donc, d'une part l'ingéniosité du sculpteur, d'autre part l'idée qu'il travaille pour de l'argent, pour vendre et pour des objets qui doivent être déplacés. Et 3e élément extrêmement intéressant et qui fait sens pour toute la période, l'idée selon laquelle ce groupe est absolument original, qu'il n'y a pas d'influence étrangère, même si il n'aurait pu être exécuté sans la présence de Blanc, nous dit l'auteur, mais il s'agit d'une œuvre absolument originale, sans autre exemple, et qui montre bien la capacité, ou qui mérite d'ailleurs sa place dans un musée, puisqu'elle est une preuve de l'artisanat et de l'art et de la créativité de ce sculpteur dans cette région de l'Afrique. Voilà la pièce telle qu'elle se présente aujourd'hui au musée de Neuchâtel, donc une pièce monumentale en effet, 1,22 m de long, qui ne représente pas un Européen tout nu, mais bien vêtu de noir, et qui porte une chevelure noire, européen qu'on reconnaît probablement à sa peau laissée de couleur bois et à son nez pointu. Et ce chat est en train de le dévorer. Alors la base de données du musée de Neuchâtel nous fournit des informations intéressantes pour les informations elles-mêmes et pour ce qu'il juge bon de nous fournir comme information. D'abord, on apprend, d'ailleurs on ne l'apprend pas dans la base de données, on l'apprend ailleurs, que cette pièce a été acquise pour 35 francs par le musée de Neuchâtel et que le missionnaire lui-même avait payé 1 guinée pour l'obtenir. Là encore, il est difficile de savoir ce que représente 1 guinée, ou il m'a été impossible de reconstituer ce que représente 1 guinée au Mozambique autour de 1900. En revanche, 35 francs, c'est la moitié du salaire d'un boulanger suisse autour de 1900. Donc une somme qui n'est pas faible. Et par ailleurs, le catalogue nous indique la taille, le poids, 14 kilos, et la provenance géographique
de cette pièce. Je vous remontre un instant. Et qui, si on s'intéresse à son iconographie, donc à cette sorte de vengeance de la bête sauvage sur l'Européen, qui, en réalité, malgré l'originalité et l'authenticité que revendique Junot pour cette pièce qu'il a vendue à haut prix donc, au musée de Neuchâtel, qui, en réalité, reprend une iconographie extrêmement répandue depuis l'extrême fin du XVIIIe siècle, depuis les années 1790. Vous voyez derrière moi une porcelaine qui représente la mort de Munro, donc un gros tigre en train de croquer la tête ici d'un Européen, en effet. Un motif qui est lié à l'histoire coloniale des Britanniques en Inde et qui avait donné lieu dès les années d'abord, en 1790, je vais y revenir dans un instant, à la création d'une œuvre aujourd'hui conservée au Victorian Albert Museum à Londres, mais par ailleurs à de nombreuses publications. Et on peut bien imaginer, vous voyez ici une reproduction de cette œuvre initiale dans le Magasin Pittoresque, une revue française ici en 1838. On peut bien imaginer que le sculpteur de Maputo a pu voir l'une de ces reproductions et s'en est inspiré pour son œuvre. Donc on est vraiment, en fait, ici au cœur de ce qui fait le travail des artistes, c'est-à-dire de la circulation de modèles, d'images, la réinterprétation, le réengagement, et ce qui est un signe de connectivité, de connexion et qui n'enlève rien à la créativité de l'artiste africain, mais qui, pour le missionnaire, doit être gommé, en tout cas lorsqu'il vend cette pièce au musée de Neuchâtel. Il s'agit bien de donner un léopard ou un tigre tout à fait authentique. Ici, déjà, dans le contexte indien britannico-indien, quand on évoquait l'œuvre initiale, ce tigre musicien de Seringapatam, donc qui est le même tigre mangeant un Européen, il était déjà dit dans les années 1800-1830 que cette pièce peut-être n'était pas due à un artiste indien, mais qu'il fallait peut-être, je lis ici, l'attribuer à l'industrie de quelques pauvres voyageurs européens plutôt qu'à l'invention d'un artiste indien. Donc le préjugé colonial est déjà très présent à propos de l'œuvre initiale et on le retrouve comme un topos jusqu'à la fin du XIXe siècle dans le cas de notre Junot. Je vous montre ici simplement quelques captures d'écran obtenues par Google Images. Vous voyez que le motif était très répandu et voici l'œuvre initiale conservée aujourd'hui, donc qui date de 1790, qui est un tigre musicien puisqu'il comporte en son ventre un orgue qui lui permet de faire des bruits ou de la musique. Je ne l'ai pas entendu moi-même, il paraît qu'il fait des bruits de grognement, des bruits terribles de sauvages. Cette pièce était donc un automate du XVIIIe siècle conservé en Inde et que les Britanniques, lors d'une guerre contre un sultan, se sont appropriés, ont mis dans leur propre musée. Double histoire coloniale, donc, ici. Et voilà notre léopard de Junot. Ce qui est très intéressant dans la base de données de Neuchâtel, c'est qu'il existe du musée de Neuchâtel une rubrique authenticité que vous voyez ici, et à la rubrique authenticité, il est indiqué qu'il s'agit d'une pièce touristique, produite pour les touristes, produite comme marchandise pour les touristes, et qu'on trouve aujourd'hui ce type de pièces touristiques en grand nombre dans les musées européens, pas seulement dans les musées d'ailleurs, dans les collections privées également, et souvent cette authenticité inexistante, donc, ou en tout cas authenticité touristique, drôle de lien, est jugée de valeur moins intéressante que les œuvres d'authenticité, comment on pourrait dire, d'authenticité locale ou d'authenticité réelle. Je vous montre quelques autres exemples de pièces fabriquées autour de 1900 pour les Européens, au Cameroun par exemple, et qu'on retrouve vraiment dans grand nombre de musées. Vous voyez ici la collection de tabourets en provenance du Cameroun des musées de Berlin, ou en tout cas quelques-unes des pièces que comporte cette très importante collection. Et parmi ceux-là, vous voyez un tabouret qui porte les lettres Cameroun écrites dans l'orthographe allemande. On voit bien qu'il s'agit ici d'un produit, d'un souvenir en fait réalisé pour
les colons locaux pour rapporter à la maison. Le plus bel exemplaire de ce type de tabouret camerounais fait pour l'exportation est sans doute celui-ci qui se trouve dans un musée du Brandebourg où se trouve sculpté le nom et la fonction de son acquéreur, Oberstabsarzt Dr. Ipscher. Il s'agit donc d'un médecin militaire, le docteur Ipscher, qui a acquis ce tabouret qu'on retrouve aujourd'hui dans un musée public de la région du Brandebourg autour de Berlin. Cette question de l'authenticité a été beaucoup étudiée. Donc je n'insiste pas davantage. Je vous renvoie peut-être à l'article de Jonathan Fine dans le recueil que j'évoquais tout à l'heure sur l'acquisition, sur le marché de l'art pour les objets non européens, sur la vente de l'authenticité dans le cadre du Cameroun, donc du royaume du Bamoun au Cameroun, ou encore à cet article très intéressant de Julien Bondaz intitulé « Le caractère marchand du fétiche et son secret, l'art de profiler les objets chez les antiquaires ouest-africains » qui donne une perspective sur la période contemporaine. Ici, donc, dans cette partie marchandisation, il s'agit de montrer d'une part que les seuls objets qui quittent l'Afrique pendant la période coloniale ne sont pas seulement des objets dérobés, volés, pris par la ruse, mais aussi des objets produits pour le tourisme ou produits pour l'exportation et que ces objets-là arrivent bien eux aussi dans les musées. Et je voudrais, toujours sur cette partie, partager avec vous les réflexions d'un autre missionnaire suisse, enfin en fait alsacien, mais qui a travaillé beaucoup avec le musée de Genève, Grébert, qui a observé la production ou la non-production d'objets dans les années, donc dans la région du Gabon, dans les années 1930-1940. Je vous montre ici la couverture d'une monographie, la couverture manuscrite d'une monographie ethnographique des tribus Fang, réalisée, rédigée et surtout illustrée au crayon de couleur par Grébert, monographie qui comporte on va la feuilleter ensemble, mais vous allez voir, qui comporte une centaine de dessins représentant des objets et qui comporte en plus une préface extrêmement intéressante du directeur du musée de Genève. Voici Grébert, grand missionnaire qui a vécu extrêmement longtemps donc dans la région du Gabon et qui a publié plusieurs ouvrages sur le peuple Fang et sur sa culture. Et voici la préface d'Eugène Pitard, directeur du musée de Genève, que vous voyez ici posant une fois de plus avec un outil de mesure de crâne et sa collection de crânes. Eugène Pitard était conservateur du musée d'ethnographie et directeur du laboratoire d'anthropologie de Genève, recteur de l'université de Genève. Vous le voyez ici en février 1940, date à laquelle il préface donc cette monographie de Grébert. Grébert qui a vendu un très grand nombre de pièces au musée d'ethnographie de Genève où on les retrouve aujourd'hui dans la collection en ligne, dans la base de données. Mais revenons à cette monographie et à cette préface. D'abord, on feuillette ensemble pour que vous voyez la qualité et l'intérêt de ce texte. Par ailleurs, un autre texte au Gabon a été republié récemment, illustré également, a été republié récemment, mais celui-ci est resté inédit. Vous voyez qu'il s'agit donc de dessins au crayon, au carandage d'ailleurs, précise Grébert, de différents types d'objets. Ici, nous sommes dans la rubrique art et sculpture, et vous voyez notamment, donc les pièces sont dessinées sur la page de droite et listées sur la page de gauche de manière à la machine à écrire. Elles sont simplement décrites sans explication majeure, mais elles comportent aussi des mentions de taille. Et si on feuillette cet ouvrage, on retrouve un assez grand nombre de pièces qui sont aujourd'hui au musée de Genève, comme cette figure de reliquaire Bierry du Gabon qui a été acquis par le musée d'ethnographie de Genève du pasteur Fernand Grébert en 1945 et qu'on voit dessiné sur la page de droite.
D'autres pages sont consacrées aux instruments de musique. Ce sont des dessins très, très soigneux, très jolis, très, très beaux en fait, et qui donnent le sentiment d'une grande connaissance de ces cultures matérielles et aussi d'une grande patience et d'une culture de ces pièces matérielles. Vous voyez ici une page consacrée aux armes, à des couteaux de jet, ici une hache du côté que je vous montre qui est aujourd'hui au musée de Genève, hache à bec d'oiseau, appelée aussi onzile de la culture Fang, acquise également de la collection de Grébert. Il documente aussi des patrimoines immatériels, ou en tout cas humains, comme des coiffures, mais également, que vous voyez ici, donc différentes coiffures d'hommes et de femmes représentées sur la page de droite, mais encore des éléments qui servent à ce qu'il nomme ici l'animisme, notamment des biéries, donc des figures de reliquaires. En voici une avec les crânes que comportait la boîte sur laquelle elle est montée, que vous voyez ici du côté gauche, dans la collection du musée ethnographique de Genève, acquis en 1936 du pasteur Fernand Grébert, et de l'autre côté, vous en voyez le dessin. Et par ailleurs, il s'intéresse aussi aux croyances, jusqu'à les représenter ici en bas à droite, le forme d'esprits étranges qui sortent, selon les croyances locales, de certaines personnes en situation de rituel religieux. Alors, la préface de ce... on est en 1940. Vous voyez ce dessin qui rappelle la bande dessinée, peut-être la modernité aussi de ces dessins. La préface de cet ouvrage, la préface due au directeur du musée de Genève, note ceci. Cette monographie présente, à mon sens, un intérêt primordial pour les raisons pertinentes que voici. Tout d'abord, les objets appartiennent à une époque où certaines influences européennes n'avaient pas encore accompli ces méfaits. Donc là aussi, on est dans l'idée de l'authenticité, de la non-influence des Blancs et de l'originalité des pièces représentées, qui paraissent si importantes pour un musée. Ce sont là des vestiges authentiquement Paouin ou Fang. Authentiquement, l'authenticité vraiment qui devient l'une des catégories les plus importantes pour les musées à partir du moment où les pièces affluent. Dès lors, affluent dans les musées européens. Dès lors, on comprend leur importance. Les planches qui composent cet album forment un tableau complet de l'existence de tous les jours. Or, de celle-ci, les musées d'ethnographie, même les mieux pourvus, ne peuvent donner que des vues fragmentaires, car souvent, à aucun prix, les indigènes ne veulent céder certains objets. Autre information, on ne peut pas acheter ces objets-là. Ce qu'ils montrent, ce ne sont pas des objets pour touristes, des objets qu'on pourrait acheter à grand prix, ce sont des pièces qu'on n'obtient pas. Or, on voit que Pitard, on avait obtenu ou avait demandé à ce missionnaire d'en collectionner. Il ajoute « J'ajoute, en confirmation de ce qui vient d'être dit, que l'exposition coloniale de Paris de 1931 a porté presque le coup final à l'ethnographie du Gabon. À ce moment-là, toutes les choses qui pouvaient être transportées ont été raflées. À l'heure actuelle, les indigènes ont pris une telle habitude d'utiliser les objets d'exportation qu'ils ne fabriquent plus eux-mêmes. Ainsi, petit à petit, l'ethnographie du Gabon s'efface sous nos yeux. Nous sommes là dans une logique extrêmement ambivalente. D'une part, le constat d'effacement et d'autre part, l'activité du musée qui fait en sorte d'obtenir les dernières pièces qu'il considère comme authentiques possibles. Il fait allusion à l'exposition coloniale de Paris de 1931, où avaient été représentées les colonies françaises, l'Afrique occidentale française et l'AOF et l'AEF, et qui manifestement avait vidé le Gabon, en tout cas, de ses cultures matérielles anciennes. C'est en tout cas l'avis du directeur du musée de Genève, et c'est l'avis également de Pitard lui-même, qui a écrit un texte qui me paraît être le texte peut-être le plus intéressant sur ces questions, texte publié en 1934 dans le journal de l'Institut international des langues et civilisations africaines, intitulé « Arts en voie de disparition au Gabon, arts en voie de disparition au Gabon », où il fait la jonction entre la marchandisation de beaucoup de choses, la disparition des arts traditionnels qui étaient fabriqués non pas pour être vendus mais pour être utilisés. J'en lis seulement 2 ou 3 passages très courts, mais en vous invitant à aller lire l'ensemble du texte qui me paraît très utile
pour comprendre les ambivalences, les contradictions de ces pratiques. Il écrit, après avoir signalé que les Fang n'existent presque plus dans qu'ils sont en voie de disparition, que ce peuple et sa culture est en voie de disparition, il écrit « Est-ce à dire que la civilisation blanche a été l'ennemi volontaire de ces manifestations de civilisation noire ?» Pas précisément. Les Européens, au contraire, ont été friands de toute production authentiquement indigène. Tellement friands qu'ils ont tout acheté, dit-il. Chacun, en reprenant le chemin de l'Europe, emmenait des caisses d'objets ethnographiques troqués ou achetés, souvent à des prix dérisoires ou excessifs, pour faire plaisir aux musées, aux familles, à la panoplie personnelle. L'exposition coloniale de Paris en 1931, il écrit en 1934 ici, a été le coup de grâce. Une ruée s'est produite sur les derniers objets attrayants. Tous les Européens, pensant que si la mode en est aux arts africains, c'est le moment de profiter avant qu'il ne soit trop tard, car il se pourrait bien qu'une loi viendrait qui prendrait la défense des dernières productions indigènes, comme elle survient parfois pour la défense des derniers échantillons d'animaux précieux, éléphants, gorilles, chimpanzés, aigrettes, singes noirs, etc. Ici, il anticipe les lois de protection du patrimoine qui interviendront plus tard dans le cours du XXe siècle et montre bien comment cette ruée sur les arts traditionnels, entre guillemets, du Gabon est un phénomène européen. Et il décrit ensuite, avant-dernier extrait, il décrit ensuite l'effet produit par cet attrait, par cette attirance des Européens pour ces ouvrages sur les populations locales. Le goût ou le courage de l'indigène est en retard sur l'enlèvement de son matériel. Et il n'a pas le moyen de rattraper ce retard par une production intensive, car cette dernière ne comportera plus d'art proprement dit. Ce sera bâclé, l'envie sacrée, le goût, l'inspiration n'y seront plus. Il rejette avec raison le taylorisme ou le fordisme qui annihile son goût individuel et sa joie au travail personnel. Le mot est passé dans le langage courant, ce sera du travail pour blanc, saboté, en série, inesthétique et inachevé, tu le veux, tu l'auras, écrit Greber, qui décrit combien les personnes locales préfèrent acquérir des objets manufacturés européens plutôt que d'en produire, de reproduire ceux qui leur sont enlevés pour des sommes dérisoires. Et il conclut ainsi « Adieu objets indigènes, adieu même fétiche de dents de léopard, car la factorerie vante aussi des dents de léopard en faïence, des gris-gris en celluloïd, des porte-bonheur, des chiffres 13, des svastikas et autres emblèmes païens d'Europe en simili-or. On est en 1933-1934 et il parle bien sûr des croix gammées qui arrivent dans ces régions qui avaient été colonisées auparavant, avant la Première Guerre mondiale, par les Allemands. Les descendants des Fang devront, pour connaître leurs arts passés, venir en Europe contempler dans nos musées l'habileté ancestrale. Et si les barbares modernes ne détruisent pas toutes nos bibliothèques, ils pensent ici aux nazis, ils pourront lire leur passé et se demanderont si, dans certains domaines modernes, signifie toujours progrès. Ici, on voit bien donc comment la modernisation, d'une part, la marchandisation de toute chose, d'une part, l'intérêt des musées européens qu'il cite explicitement, d'autre part, ont vidé le Gabon, cette région Fang, de sa substance matérielle originelle et la remplace par une absence culturelle criante qui va obliger, nous dit-il, les peuples et les descendants des Fang à venir dans les musées d'Europe. C'est vraiment, il écrit ça dans les années 30, à venir voir dans les musées d'Europe leur propre passé, leur propre culture matérielle. Et c'est exactement la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, sauf que, bien sûr, les descendants des Fang n'ont pas accès à nos collections pour des raisons de visa. Dernier volet extrêmement rapide, pour lequel, en forme de clin d'œil, je m'appuierai sur un petit film, sur une petite bande-annonce d'un film qui lui-même ne dure que 8 minutes, un film que nous devons à Suzanne Vogel, qui a été longtemps conservatrice à New York des collections africaines et qui a réalisé un court-métrage qui me paraît être le meilleur moyen d'expliquer comment, par le biais du marché, par le biais de l'attractivité mercantile et les transformations qui interviennent sur le marché, comment ces œuvres d'art
ces œuvres saisies, prises, achetées, confisquées dans les contextes d'origine africains. Et il s'agit ici aussi d'une statue Fang, comment ils vont être transformés eux-mêmes, ces objets, dans leur matérialité, en objets de musée. Suzanne Vogel a publié un petit texte qui accompagne ce film et je vous montre donc rapidement, 1 minute, un tout petit extrait de ce film qui se passe à mon avis de commentaires. Elle retrace la vie d'une petite statue. On y va. Il s'agit d'un film muet dans lequel on voit un personnage en chapeau venant proposer un biéri, un reliquaire, et l'acheteur, qui est dans une usine de caoutchouc, veut seulement la partie supérieure et non pas le coffre qui contient les restes humains. Il prend la statue, il lui enlève sa coiffe et montre à sa femme qu'il s'agit d'un dieu de la fertilité en lui caressant le bas-ventre. Seconde étape, Paris 1917. L'œuvre est présentée dans une galerie pour 500 francs, puis elle passe dans une autre galerie à New York, où certains de ses attributs lui sont arrachés, des cordes qu'elle porte autour du cou notamment. Son pénis est limé, elle est mise en valeur, elle est repeinte, ou en tout cas peinte en noir, montée sur un socle, et coûte quelques années plus tard 300 000 $ à New York. Et puis, nous sommes finalement à New York en 1948. Le film prend un peu de couleur et on voit une collectionneuse déballer précieusement. Et fait un commentaire sur le caractère mystérieux et dérangeant de ce fétiche absolument original dont on vient de voir qu'au fil du siècle, il avait été totalement transformé de son aspect d'origine en termes de couleur, en termes de forme. Il a perdu ses jambes, il arrive tronqué dans les mains de cette collectionneuse des années 50. Je termine sur une remarque de l'auteur de ce film qui écrit qu'aucun objet réel n'a suivi tout ce chemin qu'elle montre dans le film, mais de nombreux objets africains différents en ont suivi des parties. En fait, ce film est un collage de différents moments de la vie d'un objet africain. La plupart des personnages humains du film sont basés sur des personnages réels, et notre héros est un moulage en résine polymère d'une authentique figure Fang dans une collection privée qui est désormais en fait au musée de Yale et que je vous montre ici, une figure Fang cloutée. Je vous montre de face et de profil. En vous souhaitant une bonne semaine, et nous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier cours, le 9e sur 9, intitulé « Reconnexion patrimoniale ». Je vous remercie.